Bonjour, je me présente, Jean-Paul Martinet. Je suis inspecteur à la Brigade nationale d'enquête vétérinaire, qui est un service du ministère de l'Agriculture. Donc c'est un petit service, nous sommes à peu près une vingtaine d'agents, et nous avons vocation à faire des enquêtes, soit des enquêtes judiciaires, soit des enquêtes de filière, des enquêtes administratives, sur la France entière. Voilà. Donc nous avons, notre directeur a décidé de nous faire faire une enquête administrative, donc, que nous avons démarré sur cette filière, suite à plusieurs remontées, des remontées de terrain qui venaient du territoire national en disant, voilà, dans certains coins en France, on aurait des problèmes liés à la cire, on ne sait pas trop, on ne sait pas si on peut les mettre en relation. Ensuite, on a eu notre canal d'information, le canal international, des Belges, avec qui nous entretenons d'excellentes relations, des homologues belges, des collègues belges, qui nous ont dit, voilà, dans notre coin, on a des problèmes sur des ruchers, et nous avons mis en évidence, on a relié ces problèmes-là à la qualité des feuilles de cire gaufrée qui étaient mises dans les ruchers. Et nous avons trouvé la présence de stéarine dans ces feuilles de cire gaufrée. Donc, une excellente information. Donc, on nous demande de faire cette enquête. Moi, je vous dis, je ne suis pas un expert apicole du tout. Je ne suis pas apiculteur, j'ai découvert l'apiculture dans cette enquête. Et donc, on a appris aussi que vous organisiez, il y a 2 ans de cela, un colloque sur la cire. Et donc, mon chef de service m'a dit, tu y vas, tu ne te fais pas connaître. Et donc j'étais parmi vous, il y a 2 ans de cela. Ça a été extraordinaire pour moi parce que j'ai pu me plonger dans la problématique de la cire. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait quelquefois des problèmes de défiance entre les apiculteurs qui disaient « ouais, on vous amène de la cire, on ne sait pas ce qu'on reprend, il n'y a pas de traçabilité chez vous, etc. etc. » Et donc, il y a quelque chose, moi, qui m'a un peu choqué, du moins dans cette intervention, dans ce colloque, c'est que pas une seule fois, on a parlé de cire d'abeille. Hein, encore aujourd'hui, c'est la cire. J'ai dit, mais attends, on parle de cire, c'est de la cire d'abeille, qui est dans les attentes les apiculteurs sont en attente de cire d'abeille, on parle de cire. Bon, bref, je me dis, tiens, il faudrait peut-être aller travailler sur la composition de la cire d'abeille, savoir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, je voulais vous dire, c'était un petit préalable à notre enquête. Alors, on va essayer de faire démarrer le diaporama. Voilà. Donc, comme je vous le disais en 2016, des troubles de santé dans plusieurs pays. Voilà. Inquiétude professionnelle en France. Donc, on se pose la question, est-ce que la qualité des cires peut nuire à la santé de l'abeille? Donc, on démarre cette enquête. Je démarre cette enquête en décembre 2016. Voilà. Donc, nous avons contrôlé, bon, nous avons contrôlé 43 acteurs. On a essayé de voir là, surtout au niveau national, parce que bon, la cire d'abeille, il y a des. Vous savez bien qu'en France, on n'a pas une production suffisante, donc on est obligé d'en importer. Donc il fallait à tout prix aller voir ce qui se passait aussi au niveau de l'importation. Donc ensuite on a contrôlé, donc j'ai contrôlé donc les acteurs, c'est-à-dire tout d'abord les négociants, importateurs, et après donc les transformateurs, ce qu'on appelait les ciriers, et les utilisateurs. Ce que nous voulions savoir, c'était plusieurs choses, savoir est-ce qu'en France, il y a sur le secteur apicole une traçabilité digne de ce nom. Sachant que les Belges, avant qu'on ne commence notre enquête, nous avaient dit, écoutez, chez nous, la traçabilité sur les cires d'abeilles, ça n'existe pas. Voilà, donc on s'est dit, voilà, on va essayer de vérifier aussi tous ces points. Donc, là, voilà. Alors, on va parler des principaux constats. Donc, je vous ai dit tout à l'heure
on voulait se poser une question, je voulais me poser la question comment arrivaient ces cires d'abeilles et par où elles arrivaient. Donc vous avez deux ports d'entrée, c'est Fos-sur-Mer et le Havre. Donc je me suis dit, tiens, il faut que tu essaies de vérifier comment sont transportées ces cires d'abeilles, comment est-ce qu'elles arrivent. Et là, donc, elles arrivent en conteneur, et je me suis aperçu donc qu'il y avait une fumigation de ces conteneurs. Normalement, c'est une obligation, on doit fumiguer les conteneurs dans le cadre du négoce international pour éviter que des parasites d'un pays n'arrivent dans un autre. Et là, j'ai eu, du moins, j'ai fait ce contrôle, je suis resté 2 ou 3 jours à Fos-sur-Mer, et j'ai contrôlé tout ce qui arrivait depuis plusieurs années, et j'ai épluché donc tous les comptes rendus. Et là, je me suis aperçu qu'un agent des services vétérinaires, à l'ouverture d'un conteneur de pain de cire, qui venait de je ne sais plus quel pays, je crois, bon, bref, avait relevé une odeur suspecte, une forte odeur de produits insecticides, de produits chimiques. Bon, il faudrait... Tiens, est-ce que... La question, c'est savoir, est-ce que ces produits pourraient passer dans les blocs de cire. Et là, donc, j'ai vu que donc, les sacs, les pains de cire sont enveloppés dans des sacs en polymère tissé. Je me dis, tiens, peut-être il pourrait peut-être y avoir. Ce sont des suppositions que je fais. Donc, en ce moment, tout à l'heure, on nous donnera des précisions. Je crois qu'il y a un importateur dans la salle que j'avais contacté qui doit nous donner quelques précisions sur le sujet. Voilà. Donc, ensuite, donc, on s'est intéressé aussi aux matières premières. Donc, les cires qui sont fournies, ça peut être des cires d'opercule, soit des vieux cadres. Donc, on a vu quand même qu'il y avait une forte hétérogénéité dans la qualité de la matière première. Voilà. En flux aussi, ça peut arriver. Voilà, donc on peut retrouver, voyez-vous, de la cire sous plusieurs formes. Sachant que les blocs sont amenés par les apiculteurs. Voilà. Voilà, alors réglementairement, la cire, moi je vais parler de cire d'abeille, je ne vais pas parler de cire, on va parler de cire d'abeille. La cire d'abeille, c'est un produit, dans la réglementation, un sous-produit animal, c'est-à-dire qu'il est issu de la production du miel par les abeilles. Et donc on a constaté qu'il y avait un non-respect d'un grand nombre des exigences réglementaires. On va les voir. Alors au niveau de la traçabilité, là je vous ai dit, les Belges nous avaient dit, chez nous, on n'est pas bon au niveau de traçabilité, pareil en France. Alors on a trouvé des carences à tous les niveaux. Au niveau des collecteurs, les collecteurs, j'ai mis les collecteurs, ce sont les magasins apicoles qui vous allez leur apporter vos pains de cire, ils vont les mettre dans un palox, et ensuite ça va partir chez le cirier. Et bien là, quand je suis arrivé chez eux, tous, j'ai demandé, tiens, est-ce que vous pourriez me dire, monsieur, qu'est-ce qu'il y a qui a apporté les pains de cire dans les palox? On ne va pas vous dire, écoutez, on n'a pas que ça à faire, etc. J'ai dit, écoutez, moi je vous demande donc de noter les noms des apiculteurs qui vous apportent leur pain de cire afin de pouvoir avoir déjà dès le départ une traçabilité. Ensuite, certains m'ont dit, mais écoutez, nous on ne le fera pas parce que c'est inenvisageable. J'ai dit, écoutez, si vous pensez que, si vous dites que vous ne le ferez pas, ben moi je vous mettrai en demeure de le faire quand même. On est tombé sur quelques récalcitrants, mais finalement qui se sont mis au pas maintenant. Et puis, donc on a vu que la traçabilité des cires qui étaient expédiées chez les ciriers n'était assurée que dans 20% des établissements. C'est cool. Chez les transformateurs, c'est un peu plus grave. Il n'y avait aucune gestion de la traçabilité chez 61% des transformateurs contrôlés. Donc les informations qu'on a eues de la Belgique,
Donc ça c'était au moment de l'enquête. Je vous dis, ça a évolué. Heureusement, ça a évolué. Ça, je vous donne ma parole que ça a évolué. Donc, ensuite, chez les distributeurs, les marchands de feuilles de sirop au frais, aucune gestion de la traçabilité chez 38% des distributeurs contrôlés. Ça, c'est important, parce que mettons-nous dans le cas, on apprend, on fait une analyse, on s'aperçoit qu'il y a des... Mettons qu'il y a de l'acide stéarique dans un lot, on va chez les revendeurs, où est-ce que ce lot est parti? Ah, on ne peut pas vous le dire. Oui, donc ça, c'était une carence aussi. Nous, on a exigé d'eux qu'ils mettent en place une traçabilité. Et pour vous aussi, c'est important, parce que de repartir ensuite, soit avec une facture, hein, quand vous allez chez vous, sur laquelle il y aura un numéro de lot. Vous mettez ça dans votre registre d'élevage. Si un jour il y a un souci, vous dites, attendez, on va voir les cires, je les ai achetés chez monsieur un tel, c'était telle date, tel numéro de lot. Comme ça, on peut établir une correspondance. Ensuite, au niveau enregistrement ou agrément, aucun établissement de collecte n'était enregistré. Établissement de... Attendez, je ne veux pas tout casser. Merci beaucoup. Je vais plus toucher. Oui, donc, merci beaucoup. Donc, ouais, je vous passe. Donc, normalement, il faut que ces ateliers soient à minima enregistrés, puis agréés. Donc, 17% seulement des transformateurs, des scieries étaient enregistrés ou agréés. Ensuite, le plan de maîtrise sanitaire. Le plan de maîtrise sanitaire, c'est finalement c'est plusieurs documents qui vont nous expliquer, par exemple, comment est faite la traçabilité, comment sont faits les traitements thermiques, quel genre de matière première est collectée, etc., etc. Ça, ce n'était, et quelles sont les analyses réalisées aussi sur les lots. Ça, ce n'était présent que chez 16% des transformateurs. Après, on va parler un peu propreté, hygiène, conformité des locaux de transformation. Donc, 40% seulement des ateliers sont sectorisés, propres, bien entretenus. Alors, pour ça, on va voir quelques photos. Ça, c'est tout à fait conforme. Vous voyez, on a des zones de travail qui sont propres, les murs sont propres, c'est lisse, facile à nettoyer, etc. Maintenant, on va passer dans le moins. Et là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ça peut poser problème. Je peux même trouver un chien, voyez-vous, dans un atelier. Voilà, les gars qui travaillent là étaient habitués à le voir, de toute façon, le chien. C'était pas la première fois qu'ils venaient. Vous voyez, donc, là-bas, il y en a un sur votre gauche, là, on se croirait dans un écomusée, fabrication de cierges ou autre. Et vous voyez, c'est bon. Donc là, là aussi, les choses vont évoluer. On va dire comme ça. Donc, ensuite, on s'est intéressé au traitement thermique. Au traitement thermique, parce que dès lors que l'on va chauffer, donc dès lors que l'on va transformer un sous-produit, là c'est la cire d'abeille, il faut que le professionnel apporte une garantie de savoir est-ce qu'il a été bien traité thermiquement. Et donc pour ça, pour ce faire, il faut à tout prix qu'il y ait une sonde, par exemple dans la cuve, reliée à un enregistreur, qui puisse nous indiquer, bon, même à ma cire d'abeille, je la fais fondre à telle température pendant tant de temps, ensuite elle va refroidir pendant tant de temps à telle température, etc. etc. Donc ça, s'il y a des gens intéressés, cet après-midi j'en parlerai un peu plus dans le détail. Mais là, ensuite, les procédés de fabrication et le suivi des traitements thermiques n'étaient maîtrisés que chez 22% des transformateurs contrôlés. Ensuite, ce suivi était incomplet chez 11%, et il y avait carrément chez 67%, il n'y avait pas d'enregistreur, pas d'enregistrement. Oui, bien sûr, s'il n'y a pas d'enregistreur, il n'y a pas d'enregistrement. Alors, autre problème. À un moment donné, dans notre enquête, dans les ateliers, moi, je me suis aperçu que dans plusieurs ateliers de fabrication,
il y avait, à un moment donné, dans le process, il y avait des feuilles de cire, les feuilles la cire plongée dans un bac. J'ai vu de la mousse, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce produit-là? Et finalement, on retrouve ce produit, hein, je vous passe le nom chimique, hein, c'est de l'éther polyglycolique du propylène glycol. Bon, et ce produit-là, il est vendu par une société qui dit ouais, voilà, je le vends, ce produit peut rentrer en contact avec la cire d'abeille. J'ai fait des recherches et cette substance, elle est utilisée pour. Et cette substance est utilisée comme agent de plumaison dans l'abattage des volailles. Et il est bien dit, il faut absolument un bon rinçage derrière. Donc là, chez certains, on a ce produit-là, on a la cire qui est en contact avec ce solvant non autorisé dans la fabrication de la cire au fond. On a retrouvé aussi, ça c'est beaucoup plus grave, donc des lessives. Des lessives, carrément, il y en a une, donc sur le côté gauche, il y a un effet insecticide, elle garantit un effet insecticide sur le tissu, ce produit-là. Alors, là, on va maintenant rentrer dans le dur. On a eu de fortes suspicions d'adultération des cires. Alors, on va reprendre. On va reprendre la définition de la cire d'abeille. Elle est présente dans vos têtes. Une cire d'abeille, ça ne peut être produit que par l'abeille, je pense. C'est un produit naturel qui est élaboré par l'abeille. Donc, je ne pouvais pas rentrer dans les détails, là je le ferai cet après-midi pour que ceux que ça intéresse, mais il y a des critères de qualité qui existent au niveau mondial pour définir une cire d'abeille. Ça existe, c'est connu, c'est archi connu, du moins de la communauté scientifique. Donc, il y a plusieurs paramètres, si vous voulez, qui correspondent à de la cire d'abeille. Le point de fusion, l'indice d'acide, l'indice d'ester, l'indice de saponification, etc. Et notamment aussi, il y a un pourcentage d'hydrocarbures. Alors je vous rassure, hein, les hydrocarbures, ce sont des hydrocarbones, ce n'est pas des essences, ce sont des hydrocarbones. Ce n'est pas des essences. Voilà. Et tout ça, c'est défini par la communauté scientifique. Donc, on a retrouvé, du moins, je vous parlais des sources d'adultération, hein, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens donc, qui vendaient de la cire, soi-disant 100% naturelle, et quand on l'a analysé, eh bien, on a retrouvé des choses qui n'étaient pas 100% naturelles. Ça ne pouvait être produit par les abeilles. Donc, on peut... comme source d'adultération, ce qu'on retrouve en général. En général. Hein. Donc, la façon la plus simple, la plus pratique, une des façons les plus économiques d'adultérer de la cire d'abeille, c'est en utilisant la paraffine. Hein, elle ne vaut pas cher. Donc, pour le fraudeur, ma foi, il va bien s'y retrouver. Ensuite, on peut retrouver des cires végétales aussi. Et des acides gras d'origine animale ou végétale qui peuvent être produits industriellement. Donc c'est l'acide stéarique et l'acide palmitique. Alors pour faire simple, ça c'est l'acide stéarique, elle vient de graisse animale. Hein. Pour faire simple, l'acide stéarique plus acide palmitique, c'est la stéarine. Hein, tout ça. Quand on parle de stéarine, il y a ce complexe. Tout ça, c'est produit industriellement. Les cires qui comportent de la stéarine sont utilisées, et des hydrocarbones, des paraffines, sont utilisées principalement dans l'industrie
par les fabricants de bougies. Alors pourquoi? Eh bien, parce que l'acide stéarique a un point de combustion très très élevé. Ce qui fait que si vous en mettez dans une cire qui va servir à la fabrication des bougies, la bougie va fondre plus lentement. Hein. Voilà. Et ensuite, on peut aussi trouver des cires de type ester. Tout ça, sont des cires synthétiques. Et dans ces cires synthétiques, eh bien, on va retrouver aussi de l'acide stéarique. Une cire synthétique, ça peut être utilisé en cosmétique, par exemple. Hein. Les fabricants de cosmétiques, ils vont mettre de la synthétique beeswax, hein, de la cire d'abeille synthétique, avec tout un tas de composantes que l'abeille ne supportera pas. Donc, 100% des acteurs que nous avons contrôlés annoncent ne vendre que de la cire d'abeille. Hein, la cire gaufrée qu'on vous vend, que de la cire d'abeille. Nous savons que nombre d'entre eux, donc 30%, procèdent à des mélanges de cire. S'ils font un mélange de cire, et si c'est indiqué sur le paquet, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais dès lors que vous achetez de la cire gaufrée, ou vous achetez si vous achetez de la cire d'abeille, vous devez retrouver de la cire d'abeille. Si vous avez acheté de la cire gaufrée, là, il faut que ce soit bien précisé. Ça peut être à base de cire d'abeille, ça peut être, je dis n'importe quoi, 90% de cire d'abeille et 10% de cire microcristalline, mais il faut que ce soit marqué. Il faut que tout le monde le sache. Et il faut aussi que le produit qui aura été utilisé en complément de la cire d'abeille ne puisse pas créer de dommages sur la santé de l'abeille. Voilà, donc la modification de la composition des cires peut avoir des conséquences fâcheuses, et ça on l'a prouvé. Ça a été prouvé scientifiquement. Donc il y a, voyez-vous, il n'y a pas que les pesticides. Moi quand je suis venu il y a 2 ans de cela, dans la salle, on n'a évoqué que les pesticides. On n'a pas parlé de modification de la composition. Or, c'est un point sacrément important. Vous allez voir tout à l'heure, on va vous en apporter les preuves. Donc, ça a donc des effets sur les propriétés physico-chimiques des cires d'abeille, hein, quand on incorpore des produits qui pourraient être qui ont un néfaste à l'abeille. Et ça, alors, ça a 2 conséquences. D'abord, sur la santé de l'abeille, c'est bien le plus important, sur les larves. Et le deuxième point, c'est, vous avez à un moment donné, si par exemple on retrouve de l'acide stéarique dans la cire d'abeille gaufrée, eh bien, vous allez avoir une plasticité tout à fait anormale de la feuille de cire. Certains pourront vous en parler dans la salle. Vous allez avoir donc une plasticité anormale. Je vous montrerai des photos, ensuite des cadres qui vont couler. Exactement le même. C'était la même chose que ce monsieur, je me souviens qu'il y a 2 ans, est venu témoigner, vous avez parlé de lui, un monsieur qui était en Bretagne, un apiculteur bio. C'est exactement la même problématique. Exactement. Ce qu'on a rencontré ailleurs sur le territoire national, c'était identique à ce qu'a évoqué ce monsieur. Donc, vous avez, donc je disais, une plasticité accrue de la feuille de cire gaufrée. Alors ça s'explique à plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez le point de fusion de l'acide stéarique qui est 10 degrés inférieur à celui de la cire d'abeille. Donc, on voit bien que dès lors qu'on va avoir une légère élévation de température, nos cires, elles risquent de se déformer. Ensuite, alors il y a ce premier point. Ensuite, j'ai fait quelques recherches. Vous avez, et je me suis intéressé aux propriétés de l'acide palmitique et de l'acide stéarique. Je vais vous donner un exemple. Les prothésistes dentaires, lorsqu'ils font des appareils, ils utilisent des feuilles de cire hein, pour prendre les empreintes. Ces feuilles de cire, elles sont très riches en acide stéarique. Pourquoi? Parce que justement, elles vont pouvoir il y a une plasticité
très très accrue de l'acide stéarique. Elle va permettre une très forte plasticité. Tandis que l'acide palmitique va apporter de la dureté. Donc, on verra cet après-midi, je vous montrerai des diapos, vraiment, avec des compositions physico-chimiques très bouleversées, justement, à cause de cet acide stéarique. Donc, on a dit qu'il y a un abaissement du point de fusion, et aussi, il y a un abaissement du pH de la cire. Tiens, je l'ai là. Voyez-vous ici, ça c'est la proportion de ce que vous avez à gauche, sur le schéma. Ça c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, ça c'est une cire d'opercule. Hein, dans les acides gras, là c'est un excellent équilibre. Il y a 33%, voyez-vous, d'acide oléique. On va retrouver 64% d'acide palmitique et seulement 3% d'acide stéarique. Ça c'est produit par l'abeille. Hein, c'est produit par l'abeille, on le sait. Dès lors que vous allez, ce sont les Allemands qui ont fait des études là, dès lors que vous allez mettre de l'acide stéarique, hein, par exemple le cirier, qui va mettre une fabrication de cire destinée à la fabrication de bougies, par exemple, il va mettre ça là-dedans, ou autre chose, ou carrément il va incorporer de la stérine, il peut aussi. Bien, regardez le bouleversement que ça occasionne. Là, on retombe, c'est plus de 3%, c'est 35% d'acide stéarique dans la cire. 35%, et ça c'est énorme. Donc il ne faut pas se poser la question. Après, si on a des mortalités, si on a des effondrements, c'est dû à ça. Il y a les pesticides aussi, bien sûr, mais ça c'est une grosse cause. Ça, je tiens à vous le montrer. Au niveau pH, l'acide stéarique est à un pH de 2,2. Donc si plus on va en mettre aussi dans nos cires, plus ça risque de baisser le pH aussi. Ça peut être néfaste aussi, certainement, au développement du couvain. Voilà ce que moi j'ai pu constater. Hein, ça c'est chez un apiculteur qui avait eu dans ses ruchers, qui avait incorporé des cires d'abeilles contaminées à la stéarine. Hein, on a fait des prélèvements, on en a retrouvé. Hein. Voilà, vous voyez. Regardez ce que ça fait aussi. Voyez-vous cette espèce d'accordéon, hein, la cire qui est vraiment très malléable, quoi, elle a une plasticité accrue. Et là, donc, on m'a expliqué, je ne connais rien, mais on m'a expliqué que là, les abeilles avaient grignoté pour essayer de sortir, du moins, de considérer comme être des déchets, quoi. Et ça, on le voit souvent. Donc, ce que nous avons voulu faire, nous autres, dans cette enquête, à la fin de cette enquête, on a voulu procéder à des expérimentations. Parce que dans cette enquête, on m'a donné toute l'attitude, si vous voulez, pour rencontrer soit des chercheurs, moi j'en ai rencontré plusieurs, et un jour on m'a donné l'adresse d'un chercheur de l'INRA qui fait des tests sur les larves d'abeilles. Il va mettre par exemple certains produits chimiques, et il va tester l'effet létal de ces produits sur les larves. Donc je suis allé le rencontrer, c'est un autre chercheur qui m'avait dit d'aller le voir, et il m'a dit, mais écoutez, moi ça m'intéresse. Ça m'intéresse de faire des expérimentations sur des cires qui auraient contenu de l'acide stéarique. Donc j'en ai parlé à ma hiérarchie, à mon chef de service, et il m'a dit, écoute, ce qu'on va faire, on a signé une convention avec l'INRA, voilà, on a fait un partenariat, donc c'est nous qui avons payé, bien sûr, l'étude, hein, donc les résultats nous sont... C'est une étude qu'on a faite en partenariat Brigade nationale d'enquête vétérinaire et phytosanitaire et l'INRA. Donc j'ai rencontré M. Pierre Copinel au domaine de Le Maniero, à Surgères. Et donc, voilà, donc on a eu recours à cette méthode d'évaluation. Donc ils ont exposé les larves
de J+1 à J22, là, ils ont pris des petites plaquettes, comme ça, avec des cupules, dans lesquelles, soit pour le premier, ils n'ont pas mis de cire, hein, il a fait pondre les abeilles dans ces cupules. Ensuite, ils ont pris de la cire d'opercule de leur centre d'expérimentation, ils l'ont fait couler, ils ont, pareil, hein, ils ont fait pondre des reines dans ces alvéoles. Et ensuite, moi je leur ai amené 3 échantillons. Un échantillon de cire d'abeille que l'on savait falsifier à la stéarine à plein bloc. Hein, ça, on avait fait il y en avait une grosse quantité, donc ça servait de témoin. Et ensuite, je lui ai apporté 2 échantillons que j'avais trouvés, donc je m'étais procuré lors de mon enquête, et que nous savions qu'elles étaient adultérées à l'acide stéarique. Résultat des essais, confirmation de l'effet négatif des cires adultérées à la stéarine. Alors, je vous dis, il y a une étude qui est encore plus intéressante, c'est une étude hollandaise, une étude belge, faite par l'ILVO. Le rapport est sorti en 17 juillet dernier. On arrive aux mêmes conclusions. Et eux définissent même un seuil létal. Ils disent qu'à partir de tel et tel pourcentage, ça a un effet sur la croissance, mais à partir, je crois que c'est de 5, supérieur à 5%, alors là, ça peut avoir un effet létal sur les. Et là aussi, on s'est aperçu que le témoin, il avait mis de la cire d'opercule, et là, ça avait aussi un peu de mal du moins, les larves avaient un peu de mal à se développer, et donc on a fait analyser ceci. Dans la cire d'opercule, c'est triste, mais dans la cire d'opercule, on a retrouvé des pesticides aussi qui étaient interdits. Mais dès lors, ce que je vous dis, c'est que l'acide, ça il faut que ça rentre, l'acide stéarique a un effet néfaste, à un certain seuil, un effet néfaste sur la santé de l'abeille. Il y en a, je crois que c'est 3% dans la cire d'abeille, c'est fait naturellement, mais en dessus de ça, une légère perturbation va entraîner des problèmes sur le développement du couvert. Voilà donc ce que l'on retrouve, ça c'est un apiculteur qui avait acheté un lot de cire contaminé à acide stéarique, oui, de la paraffine aussi dedans, forte teneur en paraffine et en micro, et en acide stéarique. Voilà, donc voilà, des cires gaufrées adultérées ont par ailleurs été mises en cause dans plusieurs épisodes de mortalité. Vous voyez, Belgique, Allemagne, hein, Allemagne c'est un peu moins récent, hein, ça vient d'être jugé au mois de novembre, début novembre, hein, le problème qu'il y avait eu en Allemagne. Une grosse société dont j'ai oublié le nom, hein, qui avait expédié notamment en Belgique, en Allemagne et aussi en France des lots de cire d'abeilles qui étaient très fortement adultérées à la stérine. Et ce sont ces cires-là qui nous ont servi de témoins aussi. Donc le rapport final, voyez-vous, de l'ILVO dit qu'un ajout si on rajoute dans la formule de 2,5% à 5% de stéarine, hein, stéarine c'est de l'acide palmitique et de l'acide stéarique, ça peut avoir des effets négatifs sur le couvert. Donc je répète, avant, et si on ajoute 7,5, 10 ou 15% de ce même produit, la survie du couvert est fortement diminuée. Donc tout ça pour dire, il ne faut pas partir, quand vous avez un problème, il ne faut pas partir à fond sur les pesticides. Donc, certes, ça l'aide. Il faut surtout, avant tout, vous assurer que ce que vous avez acheté vient de la cire d'abeille et qu'elle n'a pas été
falsifié. On retrouve aussi les couverts en mosaïque, voyez-vous, sur ces... Donc il n'y a qu'une seule définition légale de la cire d'abeille, mais il y a quand même plusieurs définitions scientifiques ou d'ordre normatif. Donc nous, dans notre enquête, comme on n'avait pas trop de définition réglementaire, dans notre enquête, tout d'abord elle a été administrative. Alors dans l'enquête administrative, on a fait un état des lieux, savoir comment les gens travaillaient, on a pris des notes, on n'a rien dit. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous sommes revenus chez les gens, chez les importateurs, soit chez les scieries, chez qui on avait la certitude qu'ils procédaient à des adultérations, à des falsifications. Une falsification, c'est dès lors que l'on va modifier une recette, on va modifier intentionnellement une recette en ajoutant des produits interdits ou des produits qui n'en sont pas, alors c'est une falsification. Donc on retrouve, il y a une seule définition qui est de la cire d'abeille, c'est lorsqu'elle est utilisée comme additif alimentaire, et bon, elle peut... et la cire obtenue en fondant les parois des rayons de miel, bon, etc. Donc, on avait aussi l'absence au niveau réglementaire, si vous voulez. Il n'est pas décrit dans la réglementation. Voilà, la cire d'abeille, elle doit avoir tel point de fusion, tant de pourcentage d'hydrocarbone, tel indice d'acide, etc., etc. Ça, c'était pas dans la réglementation. Donc quand c'est pas dans la réglementation, il fallait trouver une autre mode pour prouver la falsification. C'était faire des recherches beaucoup plus pointues que ces paramètres-là. On a demandé au laboratoire de refaire une recherche par chromatographie. C'est-à-dire que certains laboratoires sont capables d'identifier avec précision et notamment de quantifier toutes les substances étrangères à la cire d'abeille. Notamment avec la méthode par chromatographie, vous pouvez identifier l'acide stéarique, l'acide palmitique. Et dès lors que le labo en retrouve en des quantités industrielles dans le résultat d'analyse, c'est qu'automatiquement, ça a été affecté par la main de l'homme. Le surplus a été amené par la main de l'homme. Alors, donc, nous autres, on a visé la falsification. La falsification, je vous le lis, la falsification, c'est un délit qui consiste à fabriquer ou altérer un aliment, solide ou liquide, en sorte que sa composition ne soit pas conforme aux normes professionnelles ou légales. La falsification consiste dans la fabrication d'un faux produit, dans la modification de la composition normale. Donc là, on est bien dans la falsification. Donc là, il y avait quelqu'un qui était intéressé tout à l'heure, qui voulait voir, je vous parlais de la chromatographie. Là, vous avez un exemple. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la cire d'abeille, il y avait des hydrocarbones. Ce qu'ils appellent hydrocarbures, c'est des hydrocarbones. Ils sont naturellement dans l'abeille. Tous ces hydrocarbones sont impairs. L'abeille, elle ne fait que des hydrocarbones impairs. Regardez, ça, c'est une analyse qui a été faite, une chromatographie qui a été faite sur de la cire d'abeille. Regardez, si vous regardez les pics, C23, C25, C27, C29, C31, C33. C'est le nombre de carbone, ça. Vous voyez, c'est tous impairs. Je vais vous montrer maintenant, rapidement. Regardez, ça c'est adultéré à la paraffine. Dans la paraffine, les chaînes carbonées sont toutes paires. Donc regardez, on retrouve du C20, C22, C24, C28. Donc là, c'est une adultération à la paraffine, ou à la microcristalline. Donc c'est très très facile d'identifier ces tromperies ou ces falsifications. C'est hyper facile.
voilà, donc aussi, donc je vous dis que cette problématique, elle n'est pas que nationale. Moi, je voudrais parler à l'imparfait maintenant. Je vous dis qu'elle n'était pas. Enfin, parce que maintenant, je pense qu'il va y avoir du changement au niveau des pratiques de certains. La problématique est transnationale. Elle était au niveau européen, bon, c'était international. Et donc, il y a nécessité d'engager une action collective coordonnée. Eh bien, ça commence, on a commencé à initier cette démarche internationale. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a 1 mois et demi, non, 2 mois de cela, il y a eu une conférence, une réunion internationale des directeurs, je schématise, des directeurs des services vétérinaires des pays européens. Tous les pays européens, les directeurs, les grands directeurs. Et notre sous-directeur devait y assister. Et donc, notre grand directeur lui a dit, tu vas là-bas, à la réunion, et tu vas présenter le résultat de notre enquête. Donc, il a présenté le résultat de notre enquête à tous les services vétérinaires européens. Il y en a certains qui sont tombés de haut et qui ont dit, eh bien, écoutez, nous, faites bien de le dire parce que bon, on va s'intéresser au problème. Donc c'est pour dire que, voyez-vous, ce que l'on fait au niveau européen, quand un pays découvre quelque chose du moins de peu commun, on a ordre de le faire remonter au niveau supérieur pour que justement les informations soient dispatchées dans tous les pays. Donc c'est en cours, la Commission européenne est en train de plancher là-dessus sur les plans de contrôle européens, par exemple, pour la cire d'abeille. Donc nous avons déposé des dossiers judiciaires, on a déposé 6 dossiers judiciaires qui concernaient plusieurs délits. Pratique commerciale trompeuse. La pratique commerciale trompeuse, c'est par exemple, vous allez sur Internet, sur la page de quelqu'un qui fabrique de la cire, des feuilles de cire gaufrées d'abeilles, et qui vous dit, par exemple, moi, les feuilles de cire gaufrées que je fais, elles sont 100% naturelles, par exemple. Ou moi, c'est de la cire d'abeille que vous trouvez dans le métro. Et si on arrive à démontrer que, effectivement, ce n'était pas, c'était un mélange, c'était un mélange, une préparation en base de cire d'abeille, donc c'est la pratique commerciale trompeuse. Donc là, on l'a retrouvé. Alors, il y a différentes couleurs, de différentes couleurs. Celle qui est en rouge, c'est la dernière affaire qui vient de tomber, là, du moins qui est en cours d'instruction. Ça, c'est relatif à l'utilisation de feuilles de cire gaufrées provenant d'un pays européen, de notre pays européen, en l'occurrence la Belgique. Ce qu'il y a en orange, c'est donc là, il y avait pratique commerciale trompeuse. Sur son site internet, on a vu qu'il annonçait ne vendre que de la cire d'abeille. Moi j'ai fait un contrôle aussi sur Rouen il y a peu de temps. Cet établissement avait un stand il y a eu un colloque international, je crois, à Rouen. Moi j'y étais, je me suis fait passer pour un apiculteur et puis j'ai demandé des prospectus, le cire, on m'a donné tout ça, on m'a donné plein de renseignements, c'est très bien. Et donc pratique commerciale trompeuse, il falsifie, il trompe, voilà. Ensuite, on en a un aussi un importateur aussi, ça c'est celui qui est en orange, donc lui, son client lui a demandé d'acheter de la cire d'abeille. Et puis, moi, quand je suis passé chez lui, j'ai demandé des précisions sur ce qu'il avait acheté, des analyses, il n'en avait pas. J'ai demandé à l'importateur d'appeler, de correspondre avec l'établissement chinois qui lui avait vendu ça. On m'a fourni des résultats tout d'abord de pesticides, recherche de pesticides, il n'en avait pas, mais ce n'est pas ce que je demandais, donc je voulais une analyse de composition. Et puis, quelques temps après, on m'a enfin donné une analyse de composition qui avait été faite, je pense, à la va-vite,
Donc il y avait des valeurs qui ne correspondaient pas, absolument pas, à la cire d'abeille, et pourtant c'était certifié que ça l'était. Et même sur les documents vétérinaires chinois, c'était estampillé comme quoi ce produit-là venait d'une zone qui était indemne de maladies contagieuses pour l'abeille, et dans ce produit-là, on n'a pas trouvé un gramme de cire d'abeille. Voilà. Ensuite, voilà. Oui. Moi, j'ai terminé. Et puis, et notamment, oui, ça, pour les agriculteurs bio, important. On a trouvé chez un cirier quelqu'un qui utilisait, d'abord, avant de passer chez les ciriers, on passe d'abord dans les directions départementales des services vétérinaires pour se renseigner un peu sur l'établissement, s'il est connu, etc. Et là, on nous dit, bah, tiens, oui, il a plus son accréditation bio, je ne sais pas quoi, ça. Et quand on est allé, il avait des étiquettes EcoCert qu'il mettait sur tous ses paquets. Il a dit, mais attendez, moi, EcoCert est passé chez moi. Il m'a dit que, je lui ai dit, attendez, on a le papier comme quoi ils vous ont suspendu. Donc là, on a relevé aussi l'utilisation de label agriculture biologique alors qu'il n'était pas, on l'avait retiré. Voilà, et ça ce sont les sanctions, c'est pour terminer, voyez-vous. Donc absence d'enregistrement, 21 distributeurs, 15 fabricants, défaut de traçabilité, 17 distributeurs, 14 fabricants. Donc pour les défauts de traçabilité enregistrement, là, on va laisser travailler les directions des services vétérinaires. Hein. Nous, on s'est occupé des gros délits, tromperie, et donc on a fait rajouter tromperie avec danger pour la santé de l'animal, parce qu'à certaines concentrations, l'acide stéarique peut provoquer des pertes au niveau du couvercle. Voilà, c'était mon dernier mot.